Le gouvernement a annoncé le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire dès ce week-end. Emmanuel Macron s'est exprimé ce mercredi soir au cours d'une interview télévisée. Il a notamment annoncé la mise en place d'un couvre-feu dans les territoires les plus touchés à partir de samedi allant de 21h à 6h du matin. Le clin d'œil de ce soir est axé sur l'éducation sexuelle, nécessité ou tabou. Nous le verrons dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Nous vous l'annoncions ce mercredi 31 mars, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a rendu son verdict. Elle confirme la décision d'acquittement rendue en première instance des co-accusés. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, son ministre, sont désormais libres. On en parle avec Michel Tseni sur les écrits de Kenny Ongouré. Les faits remontent à 10 ans en arrière alors qu'une crise éclatait à la suite de la présidentielle de 2010 opposant Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. La situation avait vite dégénéré faisant 3000 morts. Une situation imputée à l'ancien président et à son ministre Charles Blé Goudé, ex-leader des Jeunes Patriotes transféré de suite à la Cour pénale internationale pour répondre de plusieurs chefs d'accusation. Crimes contre l'humanité, meurtres, viols et persécutions. Après plusieurs années de détention à La Haye, les deux hommes ont été en janvier 2019 acquittés, mais cet acquittement se heurtait à l'appel de la procureure sortante Fatou Bensouda, réduisant les mouvements des deux personnalités. Mais depuis, l'ancien président Gbagbo installé en Belgique et Blé Goudé était dans l'attente de l'ultime décision pour un retour à une vie normale. Laurent Gbagbo est déjà en possession de ses deux passeports, un ordinaire et un diplomatique. Ce mercredi, la décision qui a été lue par le juge Chil Ebowe Osudji vient confirmer l'acquittement rendu en première instance. Les conditions imposées à la libération des deux hommes sont toutes levées. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé l'emportent après une décennie de procès à La Haye au prix de la vérité et de la liberté. Ils peuvent désormais regagner la Côte d'Ivoire où les attendent de nombreux partisans. Justement, nous avons au bout du fil notre confrère Junior Roca depuis la Côte d'Ivoire. Alors Junior, dites-nous comment les Ivoiriens ont-ils accueilli cette nouvelle ? C'est avec beaucoup de joie que les sympathisants de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé ont accueilli l'annonce de la confirmation donc de l'acquittement de leur leader, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Il faut dire que ce procès en appel de l'acquittement était très attendu donc par les militants et militantes donc du Front populaire ivoirien qui espéraient là voir quel serait l'avenir donc de leur leader Laurent Gbagbo et voir quelle orientation, dans quel sens leur parti allait pouvoir aborder les années à venir. Ils se sont donc organisés pour pouvoir suivre cette retransmission. La confirmation donc de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé ont donné vraiment à constater, à voir des scènes de liesse populaire ici même à Abidjan et dans plusieurs villes donc de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Justement, qu'est-ce que cet acquittement représente pour les partisans de Laurent Gbagbo ? Cette nouvelle était très attendue par le Front populaire ivoirien qui, depuis le départ donc du président Laurent Gbagbo du pouvoir, n'a pas pu se retrouver. Le parti est jusqu'à ce jour même divisé. Il y a eu une mouvance qui est partie avec l'ex-premier ministre ivoirien Afin Guessan et l'autre mouvance donc qui est restée fidèle au président Laurent Gbagbo. Donc son parti, le FPI, est divisé jusqu'à ce jour et le Front populaire n'a pris part à aucune échéance électorale. Hormis les dernières législatives au cours desquelles donc le Front populaire a participé. À partir donc de cet acquittement-là, eh bien, on espère que le parti va se réunir et pourra jouer valablement le rôle qui est le sien sur l'échiquier politique national. Merci à vous, Junior Roca, pour toutes ces informations. Les partisans de Laurent Gbagbo expriment leur joie depuis l'annonce de son acquittement par la Cour d'appel à la CPI. Gbagbo est reconnu non coupable de crimes contre l'humanité et la confirmation de son acquittement ouvre donc la voie à son retour en Côte d'Ivoire après une décennie d'absence. Écoutons-les. On se dit que c'est toute l'Afrique qui vient d'être libre.
c'est toute l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous sommes devenus fous. Sa journée restera gravée dans nos mémoires. Nos prisonniers seront tous libérés à partir de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi nous sommes fous. Il n'est plus sur le banc d'accusés. Il a été délivré, il est libéré, il a été acquitté. Mais il n'y a plus d'autre raison de pouvoir encore le mettre en prison. Il a été libéré. Toutes les conditions contre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont levées. Donc en conclusion, l'appel a été rejeté. C'est pour cela que j'ai ce t-shirt. Parce que depuis fort longtemps, nous savons que le président allait être libre, que cet appel a été rejeté. Et juste à côté, au pays des hommes intègres, le Burkina Faso et la Banque mondiale sont en train de réviser dans le cadre de leur partenariat compris entre 2018 et 2023. Objectif, définir les nouveaux axes stratégiques de cette coopération. C'était en faveur d'une récente rencontre. Michel Sénis en fait l'écho. Fruit de larges consultations, le cadre de partenariat 2018-2023 entre le Burkina Faso et la Banque mondiale s'inscrit dans la mise en œuvre de son plan national de développement économique et social. Les objectifs du groupe de la Banque mondiale et ceux du PNDES sont concordants. Ce cadre aide le Burkina à accélérer la transformation structurelle de son économie afin de créer des emplois productifs et à relever ses défis de développement. Malheureusement, à ce jour, les projets issus de ce cadre ont été ralentis en grande partie par la pandémie de la Covid-19, mais aussi par la question sécuritaire. Selon le chef du gouvernement, Christophe-Joseph Marie Dabiré, le gouvernement conscient de la situation a fait recours à des solutions dont la signature le 21 janvier 2021 de grands projets d'urgence de développement territorial et de résilience à hauteur de 350 millions de dollars et l'utilisation de la flexibilité, de la facilité et de la dérogation sur la passation des marchés dans ce contexte particulier. Le nouveau référentiel de développement en cours d'élaboration est d'instaurer la stratégie de Sahel qui permettra de fournir de l'électricité aux pays sahéliens d'ici 2023. Et au Togo, les grands travaux de réhabilitation et de renforcement du réseau électrique en moyenne et basse tension vont bientôt débuter à Lomé. Il s'agit d'un projet financé par la Banque mondiale à travers un budget d'environ 30 millions d'euros, soit un peu plus de 19 milliards de nos francs CFA. Regardons. Ces travaux dans la capitale Lomé entrent dans le cadre du projet de réforme et d'investissement dans le secteur de l'énergie au Togo, le tout avec l'appui de la Banque mondiale. Le projet a été lancé mardi à Lomé par le ministère de l'Énergie et des Mines pour la stratégie d'électrification du Grand Lomé. Le projet est structuré en deux grandes composantes. La réforme qui a pour objectif de contribuer à l'amélioration des activités du secteur de l'énergie. Elle vise l'amélioration de l'accès des populations à l'électricité dans la ville de Lomé. La deuxième composante est constituée en plusieurs volets, notamment la réhabilitation des installations existantes de la compagnie d'énergie du pays, le renforcement des réseaux, moyenne et basse tension, l'extension du réseau à travers la construction de 3 km de réseau MT aérien, 5 postes de type préfabriqués, 225 km de réseau BT et l'acquisition de 20 000 kits de branchement. La réalisation de ce projet permettra de réduire les pertes techniques, d'améliorer la qualité et la fiabilité de l'offre énergétique dans le Grand Lomé. Car l'engagement du gouvernement togolais est d'assurer d'ici 2030 l'accès universel à une électricité fiable à coût abordable aux populations, avec un taux intermédiaire de 115%. Et au Gabon, les travaux d'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville, la capitale gabonaise, entrent dans la phase d'exécution. Ce mercredi, le Premier ministre Rose Cristiano Soukara Ponda a procédé au lancement des 10 travaux qui vont permettre l'accès à l'eau potable à 300 000 personnes des communes de Libreville, Ovando, Akanda, Ntoum. Le compte-rendu de Marie-Pascale Moïsi et Jospin Bombadionga. Par ce geste, le Premier ministre Rose Cristiano Soukara Ponda lance officiellement les travaux du programme PIEPAL, premier sous-programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville, volet 1. Après avoir fait un état de lieu de la situation, le ministre des Ressources hydrauliques décline ici les principaux axes du projet.
le renouvellement de 149 km de réseaux de distribution d'eau potable existants, le renforcement et l'extension de 131 km de réseaux de distribution d'eau potable, la réparation des fuites importantes qui causent des pertes techniques à la SEG. Notons également la construction de 4 châteaux d'eau, dont 3 dans la commune de Ntoum et ses environs. La construction et la réhabilitation de bornes-fontaines pour accentuer et étendre la fourniture de l'eau potable dans les zones peu urbanisées de Libreville et ses environs. Dans un contexte de Covid-19, l'accès à l'eau potable est plus qu'une nécessité. Partenaire financier à plus de 70 milliards de francs CFA, la Banque africaine de développement accompagne le Gabon pour la réalisation de ce chantier. La Banque africaine de développement se positionne fermement à vos côtés dans l'atteinte de cet objectif majeur d'amélioration de la qualité de vie des habitants du Grand Libreville. Le projet PIEPAL permettra à près de 300 000 personnes de bénéficier d'un accès à l'eau potable dans les communes de Libreville, Ovendo, Akanda et Ntoum, avec la création de plus de 2000 emplois. La main-d'œuvre sera 100% locale. 4 marchés ont été attribués. L'entreprise China First Highway Engineering Company a été sélectionnée et va mener les travaux sur une durée de 32 mois. Et après la suppression des fonds communs en 2014, le gouvernement gabonais a adopté lors du Conseil des ministres du 20 novembre 2020 2 projets de décret instituant une prime à la performance budgétaire et une prime spécifique servie aux agents des régies financières, revenant sur le mode de définition ainsi que les modalités d'attribution des 10 avantages avec John Cyril Ondomengue. Dans un souci d'encadrement et de renforcement du cadre juridique visant l'équilibre dans la rétribution des avantages liés à la performance des agents du secteur des douanes, des impôts, du trésor et des hydrocarbures depuis la suppression des fonds communs en 2014, le gouvernement gabonais avait alors adopté en Conseil des ministres du 20 novembre 2020 2 projets de décret. À travers le décret fixant les modalités d'évaluation et d'attribution de l'intéressement spécifique ou prime spécifique servi aux agents des douanes, des impôts, du trésor et des hydrocarbures et le décret instituant la prime à la performance budgétaire, les autorités gabonaises rétablissent également l'équité au sein des régies financières où les agents publics sont davantage encouragés à remplir au mieux leur mission. Contrairement à l'ancienne procédure des fonds communs supprimée en 2014, les primes sont désormais calculées sur le montant des recouvrements effectués dans un temps déterminé. Leur attribution se base sur les critères objectifs parmi lesquels l'assiduité et l'atteinte des objectifs assignés à chaque administration. Il se pourrait donc que certains agents, bien que faisant partie de l'ensemble des régies financières, voire du même service, gagnent moins que d'autres selon leur abnégation au travail. Le versement de la prime devient alors conditionnel de l'atteinte des objectifs. Les dispositions de l'article 16 du décret numéro 00429/PR/PM du 24 décembre 2020 instituant la dite prime prévoient la mise en place d'un comité d'administration chargé notamment de veiller à la bonne application du décret, s'assurer trimestriellement du niveau de réalisation des objectifs budgétaires fixés par la loi des finances, contrôler les grilles d'évaluation des agents, valider le montant à allouer à chaque administration au regard de ses performances propres, veiller à la conformité des montants alloués à chaque administration au regard de ses performances. L'Agence gabonaise de normalisation a clôturé ce mercredi l'atelier de formation sur le renforcement de capacité des acteurs du secteur eau et assainissement aux normes ISO 30500 et ISO 24521 en vue d'un service durable et équitable. Le compte-rendu de Rona Charline Mouenkonde et Lewis Midiou. Les acteurs ayant pris part à cette formation à Libreville se sont au cours de cette 2e journée de réflexion principalement penchés sur les propositions d'action soumises au diktat de l'objectif de développement durable numéro 6 à l'horizon 2030, en particulier pour les populations vulnérables, basées notamment sur l'appropriation des normes ISO 30500 et ISO 24521. Il faudrait une continuité. On pose déjà les bases, les jalons, n'est-ce pas, sur l'assainissement au Gabon pour que ces recommandations auprès des décideurs, des parties prenantes puissent prendre corps auprès des populations. Ayant bénéficié d'une rencontre en présentiel malgré une période dominée par la pandémie à coronavirus, le premier responsable de l'agence gabonaise de normalisation a donné le ton de ce qui sera prochainement couché dans une feuille de route pratique. Aujourd'hui, nous
amorçons beaucoup plus la phase pratique et de mise en œuvre de ces normes, d'où l'appropriation. Ce que nous avons à faire, c'est passer à l'étape suivante qui consiste à la mise en place de ces comités techniques dont le rôle sera d'adopter la norme, l'accepter et la mettre en œuvre et surtout la rendre d'application obligatoire. Cette formation entre dans le cadre de la vulgarisation de ces normes qui, in fine, débouchera à leur mise en œuvre correcte pour une meilleure prise en charge de la problématique de l'assainissement en Afrique, plus particulièrement au Gabon. Avec une cohorte d'une trentaine d'acteurs formés, investis dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement, il s'agira désormais de travailler de concert pour, sur fond de défis climatiques et de croissance démographique, structurer à marche forcée la géopolitique de l'eau et de l'assainissement depuis le Gabon pour l'Afrique. Rien à voir avec ce qui précède, parlons de l'éducation sexuelle. Combien de parents abordent la question avec leurs enfants? Le sujet est-il important au point d'en parler ou un sujet tabou? Au nom de la gêne qu'il peut occasionner dans certaines familles, éléments de réponse dans ce clin d'œil signé Sabrina Kondipanda, Alban Bumba et Lewis Midugo. Trouvez-vous utile d'aborder des questions liées au sexe avec vos enfants? Nous avons posé la question aux Librevillois. Voici leur réponse. C'est très important de commencer très tôt à édifier. Nous poursuivons ce journal hors du continent africain avec 22 000 nouveaux cas en 24 heures. La France est plus que jamais confrontée à une deuxième vague de Covid-19. Emmanuel Macron s'est donc exprimé ce soir à la population et a annoncé la mise en place d'un couvre-feu. Écoutons. Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée, ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. Si nous faisons ce choix qui ne concerne pas nos territoires d'outre-mer, ce territoire où le virus circule moins, et territoires qui d'ailleurs pour certains ont fait de très gros efforts il y a plusieurs semaines pour ralentir aussi le virus de leur côté. Si nous faisons ce choix de toucher tout le territoire métropolitain, c'est parce que plus aucune région métropolitaine n'est aujourd'hui épargnée. Partout, le virus circule vite, de plus en plus vite, et partout, les hospitalisations augmentent. Et donc, chacun doit veiller, non pas à s'enfermer, mais à limiter au maximum les contacts, les rencontres, les moments de proximité avec d'autres personnes. Et puis la croissance du commerce mondial de marchandises devrait atteindre 8% cette année, un rythme d'expansion qui ne permettra pas le retour pour l'heure à la situation d'avant la pandémie. C'est ce qu'a indiqué la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, et Michel Seni s'en fait l'écho. Des signaux d'espoir, un commerce mondial qui timidement mais sûrement se relève des affres de la Covid-19. En effet, le commerce mondial de marchandises devrait progresser légèrement plus fort que prévu cette année. Mais ce rythme d'expansion ne permettra pas un retour à la normale de sitôt. Les chiffres présentés par l'Organisation mondiale du commerce parlent d'eux-mêmes. Les échanges commerciaux internationaux en volume devraient augmenter de 8,0% en 2021, alors qu'elles tablaient auparavant sur un rebond de 7,2%. Poursuivant ainsi leur redressement après l'effondrement dû à la pandémie de la Covid-19 qui leur a fait toucher le fond au deuxième trimestre de l'année dernière. Le volume du commerce mondial des marchandises s'est encore contracté de 5,3% en 2020, mais cette contraction a été plus faible qu'initialement redoutée. Après une forte baisse au cours du premier semestre, le commerce s'est redressé plus rapidement que prévu au second semestre. Ce rebond s'est poursuivi et les prévisions commerciales de base de l'OMC prévoient une augmentation de 8% du volume du commerce mondial de marchandises pour 2021. La croissance des échanges devrait ensuite ralentir à 4,0% en 2022 et les effets de la pandémie continueront de se faire sentir. Le commerce mondial a en revanche baissé de 5,3% en 2020. Ce recul est inférieur à la baisse de 9,2% figurant dans les prévisions antérieures de l'OMC qui datent d'octobre.
Et en préparation de la COP26 en fin d'année, le monde de l'énergie s'est réuni ce mercredi pour chercher les moyens de limiter ces émissions de gaz à effet de serre dont un très fort rebond est à craindre cette année avec la reprise économique. Cette réunion internationale à distance organisée par l'Agence internationale de l'énergie et la présidence britannique de la conférence climat COP26 prévue en novembre à Glasgow est baptisée Sommet Net Zéro. Au programme de ces échanges centrés sur le secteur de l'énergie, le principal émetteur de CO2, objectif, transformer en réalité les ambitions de neutralité carbone affichées par de nombreux pays pour le milieu du siècle. Des responsables énergie et climat d'une quarantaine de pays ont été annoncés, parmi lesquels l'émissaire américain John Kerry et le chinois Xi Jinping, le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans ou le ministre indien de l'énergie Raj Kumar. Des grands États émergents comme l'Indonésie, l'Afrique du Sud, le Brésil seront représentés, mais aussi l'Australie, l'Italie, le Japon, la France et l'Allemagne, ainsi que des ONG, institutions internationales et entreprises. L'enjeu est crucial après un coup de frein lié à la pandémie de Covid-19, un recul inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Les émissions liées à l'énergie sont reparties à la hausse et leur bilan en décembre dernier dépassait déjà celui de 2019. Plusieurs dizaines de pays représentant 70% des émissions mondiales se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, 2060 pour la Chine. D'ici la 26e conférence de l'ONU sur les changements climatiques, les États sont aussi appelés à présenter des plans nationaux de réduction d'émissions renforcés, généralement à l'horizon 2030, comme le prévoit l'accord de Paris. À ce jour, environ 80 pays, dont les membres de l'UE et le Royaume-Uni, l'ont fait. Les États-Unis, qui ont opéré leur retour dans l'accord climat en janvier après l'élection de Joe Biden, devraient présenter leur engagement amélioré d'ici le 22 avril, date d'un sommet organisé à Washington pour la Journée de la Terre. Revenons sur ce sujet, l'éducation sexuelle. Combien de parents abordent la question avec leurs enfants? Le sujet est-il important au point d'en parler ou un sujet tabou au nom de la gêne qu'il peut occasionner dans certaines familles? Élément de réponse dans ce clin d'œil signé Sabrina Kondipanda, Albon Bumba et les Bismitugu. Trouvez-vous utile d'aborder des questions liées au sexe avec vos enfants? Nous avons posé la question aux Librevillois. Voici leur réponse. C'est très important de commencer très tôt à édifier les enfants à propos de la sexualité parce que c'est un sujet quand même assez délicat. Et lorsque l'enfant va dans la rue ou bien à l'école et qu'il a des avis qui ne sont pas peut-être bons, au moins le parent a déjà fait un petit lavage de cerveau concernant la sexualité à l'enfant. Et il sait déjà ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Le domaine de la sexualité est un couloir que tout être humain doit emprunter. Tôt ou tard, on est appelé à se reproduire. Donc, avec tous les événements que nous vivons aujourd'hui, avec tous les facteurs qui pèsent sur la société, il est vraiment convenable que le sujet de la sexualité cesse d'être un sujet tabou. Il y a un âge lorsque l'enfant approche la puberté ou est dans une phase transitoire. Là, on commence à aborder la question en titillant, bien sûr. On ne va pas droit au but, mais on commence à titiller, chercher un peu à connaître quelles sont les fréquentations de l'enfant et quelles sont ses aspirations. Pour certains chefs de famille, il est important d'asseoir de bonnes bases pour une éducation sexuelle de l'enfant. Comment justement éviter les dérives? Comme la société évolue, il faudrait que tout évolue également. Actuellement, il est temps que les parents se mettent donc à cette ère de communication pour pouvoir expliquer en long et en large, surtout en matière sexuelle, quels sont les tenants et les aboutissants pour que les enfants ne glissent pas dans ce qu'on appelle donc les différentes formes de dérive. Il est encore mieux que l'enfant discute avec vous, que vous lui appreniez les bases, au lieu qu'il les apprenne avec d'autres personnes. Pourquoi refuser d'instruire sexuellement son enfant, surtout lorsqu'on sait que l'éducation de la rue ne suffit plus? Il y a la rue, il y a les réseaux sociaux. Avez-vous honte d'en parler avec votre progéniture? Redoutez-vous leur réaction? D'ailleurs, que pensent les jeunes eux-mêmes de l'éducation sexuelle? Le parent peut dire à l'enfant que bon, tu peux faire ça, mais
Et à un tel âge, tu dois connaître déjà ton cycle, toi la fille. Toi, tu dois savoir que là, tu peux tomber enceinte et autres, tout ça. Donc, je dirais que c'est bien, en fait, c'est pour notre protection. Au XXIe siècle, les réseaux sociaux ont presque pris le dessus dans le quotidien de nombreux jeunes qui ont accès, parfois sans restriction, à tout type de contenu, même les plus dangereux. Une réalité qui interpelle davantage la responsabilité des parents dans le dialogue autour de la sexualité de leurs enfants. Voilà qui met un terme à cette grande édition d'information de la soirée. Place à présent au rappel des titres. C'est un jour mémorable pour les pro-Gbagbo. La Cour pénale internationale a confirmé ce mercredi l'acquittement prononcé en 2019 de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre décembre 2010 et avril 2011 en Côte d'Ivoire. Au Gabon, 300 000 personnes des communes de Libreville, Ovando, Akanda et Ntoum seront bientôt soulagées en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Une estimation de la tutelle qui est à pied d'œuvre, j'y arrive, pour la concrétisation de ce projet. Et en France, le gouvernement a annoncé le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire dès ce week-end. Emmanuel Macron s'est exprimé ce mercredi soir au cours d'une interview télévisée. Le clin d'œil de ce soir était axé sur l'éducation sexuelle, nécessité ou tabou. Vous l'avez vu dans ce journal. C'est donc tout pour l'actualité du jour qui se poursuit d'ailleurs sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Le virus circule toujours. Respectons tous et scrupuleusement les gestes barrières et puis faisons-nous vacciner. Bonne suite des programmes sur Gabon 24. CIMAF Gabon s'est installé dans le pays en 2014 et a démarré son exploitation et sa commercialisation l'année suivante en 2015. En septembre 2020, l'entreprise de ciment s'est dotée d'une seconde chaîne de fabrication pour accroître sa capacité de production. CIMAF Gabon possède ainsi de vastes stocks lui permettant de répondre à une demande annuelle locale de 600 000 tonnes et bien